Depuis 2005, seulement 2005, la loi de santé publique intègre la notion de réduction des risques. Réduction des risques concernant l'usage de drogue et le mésusage de médicaments psychotropes. Cette loi est à l'origine de la création des centres d'accueil et d'aide à la réduction des risques liés à l'usage de drogue et suit actuellement en France 48 000 usagers. Ces usagers sont depuis toujours des acteurs incontournables du congrès THS. Malgré qu'on soit présent dans les commissions, notre rôle est souvent purement symbolique. Il est quand même important de rappeler que tout ça, ça tourne autour de nous quand même. Mais enfin, au moins, on est là et on essaye de quand même faire passer des messages. Finalement, on se dit, les usagers, il faut les impliquer encore plus. L'éducation thérapeutique ne serait-elle pas une piste d'avenir? Longtemps, on a pensé que les usagers de drogue étaient des gens qu'on ne pouvait pas éduquer. Avec 15 ans de recul par rapport au traitement de substitution, on sait maintenant qu'ils sont plutôt plus observants que la population générale. Les addictions sont des maladies chroniques. Et en cela, l'éducation thérapeutique joue un rôle important, d'une part dans le maintien d'une bonne observance des thérapeutiques, mais aussi d'autre part pour assurer le bon usage de ces médicaments au quotidien. Un exemple d'éducation thérapeutique est celui développé par Marie Debru à Paris concernant la réduction des risques autour de l'injection des substances. L'éducation risque et injection, en fait, c'est un projet qui consiste à proposer aux usagers de venir s'injecter devant 2 intervenants. Et ensuite, en fait, on discute de la pratique et des prises de risques. En fait, notre objectif, c'est, on travaille beaucoup par rapport à la question de l'épidémie d'hépatite C pour travailler les prises de risques, mais du coup aussi aux complications liées à l'injection. Et donc, on travaille vraiment sur les prises de risques, leur perception des risques et comment ils peuvent gérer les risques quand nous, on n'est pas là et quand ils sont dans leur environnement. On est vraiment dans la recherche d'autonomie. Enfin, une initiative originale en cours d'expérimentation par l'association SAFE est la mise en place d'un programme d'échange de seringues par voie postale. Alors SAFE a décidé de mettre en place un programme d'échange de seringues postales. Ce programme a été mis en place depuis la fin du mois de mai parce que SAFE recevait de plus en plus de demandes d'usagers, notamment usagers de zones rurales, nous disant on n'a pas accès aux seringues gratuites, c'est trop compliqué pour nous d'aller au Carude parce qu'on habite à 70 km, on ne veut pas aller au Carude parce qu'on a peur d'y être reconnu. Donc des populations qui se retrouvent exclues du dispositif d'accueil habituel. Donc l'idée, c'est de chercher de nouveaux moyens pour permettre aux usagers d'accéder aux seringues. Et par ce biais-là, on n'est pas seulement comme un simple distributeur de matériel, mais on engage un dialogue qui peut être par téléphone ou par mail avec les usagers pour leur proposer une nouvelle façon, de nouveaux moyens de se retourner vers des équipes d'accueil. Donc on sert à la fois de distributeur de matériel en envoyant des colis, mais aussi on retisse un lien avec l'usager pour pouvoir l'orienter vers des professionnels. En bref, toutes ces nouvelles actions de réduction des risques visent à personnaliser les stratégies préventives et thérapeutiques des patients présentant une addiction. Par ailleurs, comme tous les 2 ans, une place importante est consacrée au cours de ce congrès à la prise en charge des comorbidités infectieuses chez les patients usagers de drogue. La plus préoccupante de ces infections virales étant celle par le virus de l'hépatite C, concernant environ encore 40% des patients suivis dans l'Hexapa et les Carudes. Mais nouveaux espoirs avec les traitements de type antiprotéase. Donc on a vraiment aujourd'hui 2 molécules qui agissent sur la même protéase, mais qui vont avoir des stratégies d'utilisation radicalement différentes, ce qui va devoir nous amener à conceptualiser des accompagnements, de l'éducation thérapeutique différente et réfléchir les choses pour chaque patient. Le but aujourd'hui dans l'hépatite, c'est l'allègement. On espère que les thérapies combinées avec une antiprotéase à 3 molécules vont permettre de faire plus de patients traités uniquement 6 mois. Si on arrive à avoir des virémies vite négatives, on devrait pouvoir raccourcir les traitements. On a d'énormes espoirs pour ça. Connaître son statut sérologique permet d'accéder aux soins. Pour cela, au cours du congrès THS, une démonstration des techniques rapides d'orientation diagnostique ont été réalisées pour le dépistage du virus de l'hépatite C. Ici, tu as le réactif et ici, tu as le test. Et donc là, je te demande, vas-y, de masse. Hop, voilà. Et donc... Il y en a assez. Donc voilà, donc là, je te demande de maintenir ton doigt le temps que je fasse la manipulation. Donc là, je plonge le test. Et donc, dans 20 minutes, on regardera le résultat ensemble.
Donc il y a 2 barres qui se sont affichées, ce qui signifie que le test a à la fois fonctionné et que la réactivité montre que vous êtes au contact du virus de l'hépatite C. Ce test d'orientation diagnostique peut être de diffusion plus large que les tests biologiques conventionnels. Tout comme dans la réduction des risques, la prise en charge de l'infection par le virus de l'hépatite C implique le médecin généraliste. La primo-prescription des traitements pour l'hépatite C est réservée aux spécialistes et donc ça pose un problème aux médecins généralistes qui accueillent des patients atteints d'hépatite C, notamment les patients usagers de drogue, et pour qui il va falloir construire un parcours de soins avec un accès à l'hôpital, aux spécialistes, avec le problème des délais de rendez-vous, le problème éventuel aussi de l'accueil de publics difficiles pour des spécialistes hospitaliers qui ne sont pas forcément habitués à recevoir ce public. Donc il y a le problème aussi des tests de fibrose hépatique. Donc il y a tout un parcours à construire pour le patient toxicomane. Pour étayer le travail des médecins généralistes, depuis quelques années en France se sont développés des réseaux de microstructures en ville que nous présente Georges-Henri Melnotte. Les microstructures, c'est l'association au sein du cabinet du médecin généraliste, d'un psychologue et d'un travailleur social en vue de l'élaboration d'un suivi adapté à la particularité de la situation de chaque personne usagère de drogue qui vient voir le médecin pour son traitement. Si on compte l'ensemble des 5 réseaux qui existent en France, il doit y en avoir pas loin de 40-45 microstructures en France. Les 2 principaux réseaux réunissent à environ entre 1200 et 1300 patients répartis dans les 2 régions que sont l'Alsace et les Bouches-du-Rhône actuellement. Enfin a été souligné pendant ce congrès que la mortalité des patients infectés par le VIH reste imputable dans plus de 50% des cas à des causes non directement liées au virus. Et finalement, maintenant, on se rend compte que la morbidité par cancer du poumon, par maladie cardiovasculaire est très importante chez une population qui certes a une espérance de vie moindre que des sujets séronégatifs, et on se doit de prendre en charge les comorbidités, la prévention du risque cardiovasculaire et la prise en charge des cancers. La question de savoir si la morbidité et la mortalité est accrue dans cette population est discutée. Si on s'intéresse aux morts violentes, on en a quand même plus dans la population, mais plutôt des toxicomanes actifs que des ex-toxicomanes. Et c'est vrai que si on s'intéresse aux toxicomanes actifs, on ne peut pas ne pas parler du risque cardiovasculaire lié à la cocaïne, par exemple. Après avoir été dans le peloton de tête européen en termes de réduction des risques, il a été souligné au cours de ce congrès que la France semble avoir marqué le pas depuis environ 1 an. Bonne nouvelle, des perspectives thérapeutiques intéressantes sont apparues récemment dans la prise en charge du traitement de l'hépatite C. Et le médecin généraliste est encore plus le pivot de ces prises en charge. Yeah.